Et j'ajoute que cette question étant pendante devant la Cour internationale de justice, qui examine une demande d'avis de l'Assemblée générale et devant y répondre dans les prochains mois, eh bien, en juriste consciencieux, j'attendrai d'avoir l'avis de la Cour internationale pour répondre à cette question. Je ne voudrais pas anticiper, préjuger l'opinion qu'elle donnera. Monsieur Laffaire. Well, I'll try to answer the issue. Je vais essayer d'évoquer la question qui a été évoquée par M. Lévy sur les corrélations entre l'OMC et l'OIT. À la conférence ministérielle de Seattle, cette question a été évoquée et une conclusion a été adoptée à l'époque pour dire que les questions de travail et normes de travail seraient traitées dans le contexte de l'OIT, Organisation internationale du travail, et l'OIT a préparé, j'étais présent, a préparé une déclaration des droits minimums des travailleurs et qui a été repris dans la discussion. Il existe un mécanisme d'interrelation entre l'OMC et l'OIT. La raison pour laquelle ceci a été pris avec une certaine prudence était la crainte que les normes de travail, c'est une question qui s'articulerait sur le protectionnisme, et cela fait partie de la discussion que j'ai citée précédemment, associée aux nombreux domaines du droit international et de son interaction. L'un des aspects évidents et sont les mesures phytosanitaires qui sont associées au thème de la santé, mais qui peuvent également avoir un impact protectionniste. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'OMC est la première organisation d'après la guerre froide et que ce ne fait pas partie de la famille des Nations Unies. Il s'agit d'une organisation indépendante et c'est pourquoi les questions d'associer l'OMC aux autres domaines nécessitent des accords et des négociations particulières. Par exemple, avec M. Capdessur, je parlais de l'accord qui existe entre le FMI et l'OMC ou avec la Banque mondiale et ainsi de suite. Donc, ma réponse est que ceci fait partie de ce défi très important et est associé à la question de la crainte du protectionnisme et faisant partie du pourquoi du report du thème. Un autre bref commentaire sur l'environnement. Bien entendu, l'environnement est une question mondiale et céder sa souveraineté est une question très complexe. Quant aux raisons pour lesquelles nous parlons de gouvernement et de société civile, et que ce sont des acteurs non étatiques, mais ces acteurs, en même temps, ne sont pas les mêmes en fonction du sujet. Un acteur non étatique dans l'environnement est d'un type, les droits de l'homme d'un autre type, à l'OMC encore d'un troisième type. Et parfois, ceux-ci ne convergent pas. Très brièvement, permettez-moi de revenir sur la problématique donc, du droit au développement, surtout pour le lier à notre cadre global de la gouvernance. Et permettez-moi donc à ce stade d'apporter un éclairage sur la proposition d'autonomie du Sahara que le Maroc a faite et qui s'inscrit en toute conformité avec la légalité internationale, n'en déplaise à certaines interprétations, car l'on sait que le recours au référendum n'est absolument pas une méthode exclusive de réaliser ce droit. Mais par ailleurs, elle a la vertu et l'intérêt, pour la relier à notre cadre, justement de pouvoir octroyer, donner, permettre aux populations elles-mêmes de mener leurs propres affaires à travers justement une meilleure gouvernance et de contribuer donc concrètement à la réalisation de ce développement et de contribuer donc d'une façon extrêmement positive à la paix, aussi bien régionale qu'à la paix internationale. Permettez-moi simplement de donner aussi un autre exemple sur le Maroc, car nous sommes quand même là, il est important de vous informer, que pour la problématique de Copenhague, il est clair que tout dépendra de la manière dont on va répondre aux attentes des pays qui ne sont pas les major players, aussi bien à l'accès
au développement, aux technologies, à la façon dont on va régler la problématique taxe carbone imaginée plutôt pour les pays riches, et surtout, au coût de l'adaptation au changement climatique. Donc, au Maroc, par exemple, et simplement pour faire face à la problématique de la sécurité alimentaire, selon une étude très récente de l'IFPRI, International Institute for Policy Research, for Food Policy Research Institute de Washington, eh bien, il chiffre à 71 millions de dollars par an dans le scénario optimiste, wetter, qui est le plus humide, et à 90 millions de dollars dans le scénario le plus sec. Alors ceci, simplement pour faire part à un aspect de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire étudier davantage les interactions entre le changement climatique précisément et toutes les différentes composantes, la problématique sur l'eau, la problématique sur évidemment les écosystèmes, sans parler de la baisse de 15% des calories, en apport calorique à l'horizon 2050, etc., etc. Donc, la grande difficulté, c'est que nous sommes en prise avec tout de même un impact qui commence à être chiffré avec de plus en plus de précision, qui est plus scientifiquement établi, et nous sommes évidemment en prise avec des réponses tout à fait aléatoires, et l'on n'est pas certaine qu'elles puissent répondre précisément à ces attentes qui pourtant sont urgentes pour répondre à cette problématique de développement durable que nous appelons de tous nos vœux. Il reste 1 minute. Je voudrais revenir sur la question du Kosovo, et je comprends la sensibilité que vous avez pour cette question. Il faut savoir que le droit international, quoi que l'on dise, est lié au rapport de force, et que le droit international, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des traités, des constructions juridiques. Non, le droit international, c'est une idée. On a l'impression qu'on vous présente une espèce de bloc qui n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des traités, des accords, des arrêts, mais il n'existe pas le droit. Et pour revenir à la question du Kosovo, c'est vrai qu'il y a une formidable contradiction avec laquelle il faut vivre, qui est d'un côté qu'il y a un principe qui est incontestable, qui est l'intégrité territoriale, donc le respect de l'intégrité territoriale des États. Et je crois que dans l'affaire du Kosovo, l'intégrité territoriale de la Serbie a été incontestablement violée. Mais il y a un autre principe, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et vous aurez, que vous le vouliez ou non, le droit international ne sera jamais cohérent. Le droit international sera toujours plein de contradictions, parce que vous aurez toujours des principes de statu quo et, je dirais, des principes de mouvement. Et bien évidemment, l'arbitrage n'est jamais neutre. Et je comprends que l'affaire du Kosovo vous soit très sensible, mais il est clair que la solution, elle a été politique. Elle a été politique, elle n'a pas été juridique. Et c'est vrai que ça pose un véritable problème du point de vue du droit, mais à nouveau, le droit international est indissociable des rapports de force. Et malgré tout, il évolue en fonction des rapports de force. Cela dit, il y a eu de formidables progrès du droit international, et j'ai beaucoup apprécié, le modérateur sort de notre livre, mais ça me fait plaisir que l'Australie nous montre qu'il y a de formidables développements du droit international. Voilà, on va s'arrêter là. Le temps est écoulé. Merci de votre attention. À tout à l'heure.